Une brise matinale rigide ébouriffe les cheveux de l'équipage du pont d'envol à bord de l'United States Ship St. Lo. Le petit porte-avions d'escorte s'attend à une journée calme de vol, de petites patrouilles anti-sous-marines et la frappe aérienne occasionnelle en soutien de l'assaut amphibie qui a lieu à l'ouest. Très loin au nord, la troisième flotte se lance à la poursuite d'un groupe de frappe de porte-avions japonais signalés et a emmené avec elle tous les croiseurs, destroyers, cuirassés et porte-avions de flotte que l'amiral Halls-Eckon peut rassembler. L'équipage du pont d'envol s'attendait à avoir quelque chose à flot, à part l'un de leurs propres petits groupes d'escorte, alors ce seraient probablement les unités de retour de la troisième flotte une fois qu'elles auraient écrasé une autre flotte japonaise. Puis est arrivé un rapport à la radio de l'un des pilotes de St. Lo, signalait avoir vu des navires, et ils n'étaient pas américains. Pire encore, ils étaient proches. Incroyable, l'amiral Sprague a demandé une confirmation, et en se rapprochant, le pilote a répondu par radio « Je peux voir la masse de la pagode. Je vois le plus gros drapeau de boulettes de viande sur le plus gros cuirassé que j'ai jamais vu. » Il n'avait pas tort non plus. Ce drapeau de boulettes de viande flottait sur l'immense cuirassé Yamato. Toutes ces 70 000 tonnes et plus filaient à toute vitesse, droit sur eux, et elles n'étaient pas seules. Les commandants américains ont reçu la nouvelle dans un moment de silence stupéfait. Puis tout a basculé lorsque, au loin, des tirs de défense contre avions ont été repérés, alors que les avions de patrouille anti-sous-marines effectuaient des assauts optimistes et courageusement téméraires. Au total, 4 avions armés de charges de profondeur ont attaqué plus d'une douzaine d'unités de la flotte ennemie. Puis les mers autour des porte-avions d'escorte de Taffy 3 ont commencé à éclater en vastes geysers d'eau, alors que d'énormes obus de calibre cuirassé commençaient à tomber tout autour d'eux. La bataille de Samar avait bel et bien commencé. La bataille de Samar était l'une des 4 batailles distinctes qui ont eu lieu dans la région des Philippines fin octobre 1943. Ils sont regroupés ensemble parce qu'ils ont tous été combattus dans le cadre d'une seule opération japonaise, l'opération Shogo-1. Cela était venu en réponse à l'invasion américaine des Philippines et envisageait une offensive à 3 volets, avec une force de l'heure dans le nord pour attirer l'essentiel des forces de défense américaines, puis 2 forces d'attaque, une au centre et une au sud, pour attraper les engins de débarquement américains et le reste de la flotte d'invasion dans un mouvement de tenaille et les détruire. En raison de l'ampleur de l'opération et de la distance entre les différentes forces, il n'y avait pas de commandant en chef pour les efforts japonais. Du côté américain, le commandement était presque tout aussi désorganisé. Le soutien naval direct pour les débarquements a été fourni par la 7e flotte de l'amiral Kinkaid, qui rapportait au général MacArthur en tant que commandant en chef. Mais la 3e flotte, contenant la plupart des navires modernes américains et tous les porte-avions de la flotte, principalement concentrés dans la force opérationnelle 38, était sous le commandement de l'amiral Halsey qui rapportait à l'amiral Nimitz. Cette division du commandement s'avérerait presque fatale. La force japonaise du Sud était composée des cuirassés plus anciens et plus lents Fuso et Yamashiro, et disons simplement que cette partie particulière de l'expédition ne s'est pas très bien terminée pour la marine impériale japonaise. Mais même avant cela, les choses n'avaient pas exactement bien commencé pour les Japonais en attaque. La force centrale, de loin la plus puissante de toutes les flottes japonaises impliquées, était un spectacle vraiment impressionnant lorsqu'elle a quitté le port. 5 cuirassés, y compris le Yamato et le Musashi, accompagnés du Nagato, normalement impressionnant, mais dans cette circonstance éclipsée, ainsi que les croiseurs de bataille convertis Kongo et Haruna. Pas moins de 10 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers et 15 destroyers les accompagneraient. Mais malheureusement pour cette collection très impressionnante de navires de guerre de surface, 2 sous-marins de classe Gato, le United States Ship Data et le United States Ship Dace, les ont remarqués passant leur position, grâce en partie à la nature généralement terrible de la guerre anti-sous-marine japonaise. Même à ce stade avancé de la guerre, les 2 sous-marins ont réussi à couler les croiseurs Otago et Maya, et ont handicapé le Takao, qui a été contraint de se retirer, emmenant avec lui une paire de destroyers en tant qu'escorte.
Perdre près d'un tiers des croiseurs lourds, y compris le navire amiral de l'amiral Kurita l'Otago, n'était pas un début particulièrement propice à l'opération, surtout que l'amiral lui-même a dû être repêché de l'eau par un destroyer. Data a également réussi à signaler l'observation avant de se retrouver échoué, essayant de poursuivre le Takao. Bien que les groupes de porte-avions de la troisième flotte soient en réalité assez mal positionnés à ce stade, les porte-avions qui étaient en position de lancement l'ont fait, la frappe résultante endommageant gravement le croiseur Miyoko, qui a également été contraint de se retirer, et les avions ont également marqué des coups sur les trois plus grands cuirassés japonais. Les avions d'attaque américains se concentreraient ensuite sur le Musashi, lui envoyant des bombes et des torpilles comme s'ils allaient se démoder. Après 17 bombes et 19 torpilles, dont certaines étaient probablement inutiles, le puissant cuirassé a disparu sous les vagues et le reste de la force centrale s'est tourné pour sortir de la portée des avions pour le reste de la journée. Halsey a supposé que cela signifiait leur retraite totale. Cette supposition a failli coûter aux Américains leur force d'invasion. Mais au cas où, Halsey était prêt à détacher 4 cuirassés, y compris le Washington et l'Alabama, ainsi que des escortes de soutien pour couvrir le détroit de San Bernardino. Mais, en raison de communications peu claires, tout le monde à qui il a parlé de cela a supposé qu'il avait effectivement formé la force, et donc personne n'a fait quoi que ce soit comme peut-être déplacer les 6 cuirassés plus anciens de la 7e flotte vers le nord, ou armer les avions des groupes de porte-avions d'escorte avec leur approvisionnement limité de bombes perforantes et de torpilles. Convaincu que la force centrale avait été battue lorsqu'il a reçu des rapports que la force du Nord et ses porte-avions avaient été localisés, Halsey a immédiatement pris la mer avec toute sa flotte sans avoir détaché les navires de guerre de surface comme tout le monde le pensait, et donc vers le nord sont allés tous les cuirassés modernes et porte-avions de la zone. Même les destroyers de garde étaient partis. Les avions de reconnaissance ont en effet maintenant repéré que la force centrale se retournait vers les débarquements américains, mais Halsey ou son personnel semblent avoir fait de leur mieux pour ignorer ou repousser chaque rapport de ce type, peut-être parce qu'ils étaient déterminés à obtenir une victoire finale sur ce qui restait de la force de porte-avions du Japon. Pendant la nuit, la force du Sud a tenté de traverser le détroit de Surigao, et comme la 7e flotte n'avait pas bougé, ils sont tombés directement dessus et ont été promptement coulés, bien que dans les eaux étroites et confinées, les cuirassés de la 7e étaient probablement quelque peu superflus, les destroyers et les croiseurs infligeant des dégâts considérables avec leurs propres canons et torpilles. Cependant, cela a donné lieu à un bon spectacle de lumière et à une quantité satisfaisante de revanche pour les vieux cuirassés, qui avaient soit survécu, soit été récupérés de Pearl Harbor. Anticipant la possibilité d'attaquer les survivants, puisque les formations de porte-avions d'escorte de Taffy 1, 2 et 3 avaient suivi la bataille du mieux qu'ils pouvaient via des interceptions radio, la formation centrale des 3 a reçu l'ordre de charger certains de ces avions pour des frappes anti-navires. La force du Sud ainsi que la force du Nord, c'est-à-dire Taffy 3, devaient maintenir leur mélange habituel de configuration de soutien anti-sous-marine et de soutien à terre. Heureusement, pour les étudiants en histoire, le commandant de Taffy 3 et le commandant général des 3 groupes Taffy étaient des individus distincts, mais étaient tous deux appelés contre-amiral Sprague, ce qui rend les choses très difficiles à suivre lorsque vous essayez de rassembler diverses sources et commentaires. Mais en conséquence du départ de la 3e flotte après la force du Nord japonaise, un groupe leur avec à peine assez d'avions pour même ressembler à une menace, la force du centre pourrait avancer complètement sans opposition à travers le détroit de San Bernardino. 2 patrouilles de recherche aérienne, une de nuit et une à l'aube, ont échoué à les repérer, et donc ils naviguaient vers le sud à l'aube pour rencontrer la force perplexe de Taffy 3. Tout ce qui se tenait entre le plus grand cuirassé jamais construit par l'artifice humain et ses nombreux navires d'escorte était une poignée de porte-avions d'escorte lents et un groupe encore plus petit de destroyers et d'escorteurs de destroyers. Yamato à lui seul déplaçait légèrement plus que tous les navires de Taffy 3 réunis.
et c'était avant que les 3 autres cuirassés survivants, 6 croiseurs lourds et 2 croiseurs légers et une douzaine de destroyers ne s'impliquent. Des combats beaucoup plus rapprochés s'étaient terminés en un massacre à sens unique, et donc l'issue semblait quelque peu inévitable. Avec la confirmation des rapports sur les forces japonaises qui les menaçaient, le contre-amiral Sprague ordonne à ses navires de se diriger vers l'est, en direction d'une série d'averses, espérant ainsi se dissimuler. Cela devrait, espérons-le, retarder le rapprochement des Japonais et les éloigner également des navires de débarquement beaucoup plus vulnérables. Les chasseurs Wildcat et les bombardiers torpilleurs Avenger commencent à décoller, chargés de tout ce avec quoi ils avaient été équipés à ce moment-là, les roquettes, les charges de profondeur et les munitions de mitrailleuses étant le cas général. N'ayant pas beaucoup de confiance en la capacité de son porte-avions à survivre réellement à la matinée, les avions sont directement ordonnés d'atterrir sur des pistes d'atterrissage basées à terre pour se réarmer une fois leurs premières attaques terminées par l'amiral Sprague. Le Yamato ouvre le feu, suivi peu de temps après par les autres navires de la flotte. Les éclaboussures d'obus sont de nombreuses couleurs, sans radar de contrôle de tir dans la flotte. À l'exception d'une unité très basique sur le Yamato lui-même, les autres grands navires utilisent des obus avec des packs de teinture pour leur faire savoir quelles éclaboussures étaient les leurs. Par conséquent, un arc-en-ciel de fontaines roses, rouges, violettes, bleues, vertes et jaunes tombent tout autour de la force opérationnelle en difficulté, ponctuée par les énormes éclaboussures blanches des obus de 18 pouces du Yamato. L'amiral Kurita n'a pas de carte d'identification pour les porte-avions d'escorte et suppose donc que les cibles lointaines sont des porte-avions de flotte. En conséquence, à l'échelle, leurs escortes doivent être soit des cuirassés, soit des croiseurs. Les forces japonaises continuent donc à charger des obus perforants, ce qui s'avérera être une erreur très fortuite pour leur cible tant qu'elle durera. Néanmoins, l'attaque générale est ordonnée. Cela provoque immédiatement une grande confusion, car la flotte vient de se mettre en formation anti-aérienne circulaire. Désormais, chaque division doit attaquer à son rythme optimal. Mais de toute façon, cela ne semble pas changer beaucoup les chances. Yamato lui-même est légèrement plus lent que d'habitude, après avoir pris plusieurs milliers de tonnes d'eau à cause des bombes subies lors des mêmes attaques qui couleraient Musashi. Bien que les Japonais se soient engagés avec peu d'hésitation, ils sont aussi surpris que les Américains de mener cette bataille. Bien que les groupes de porte-avions d'escorte aient été sous attaque aérienne sporadique pendant plus d'une semaine, ces attaques semblent avoir été menées par des avions de l'armée japonaise, qui bien sûr ont totalement échoué à mentionner quoi que ce soit à leurs homologues rivaux. Ennemis mortels dans la marine impériale japonaise. Du côté américain, le destroyer United States Ship Johnston commence par déployer un écran de fumée pour couvrir la retraite et commence à zigzaguer pour éviter les tirs entrants, utilisant à la fois la fumée noire de ses cheminées et la fumée blanche de ses générateurs de fumée pour protéger les porte-avions d'escorte. Le United States Ship White Plains est pris pour cible par le Yamato et un certain nombre d'autres navires, du moins si l'arc-en-ciel des couleurs de l'éclaboussure signalée est une indication, et en quelques minutes, quelque chose explose sous la coque près de la quille, coupant brièvement l'électricité et le moteur tribord. Les sources diffèrent assez grandement et véhémentement sur la question de savoir s'il s'agissait d'un obus de croiseur ou de l'un des projectiles de 18 pouces du Yamato. Si c'était ce dernier, alors cela serait presque le tir à la plus longue portée de l'histoire par un cuirassé ou vraiment n'importe quel canon de surface navale. Mais peu importe qui l'a tiré, ce n'est qu'un presque manqué. Les dégâts causés à la machinerie entraînent une énorme colonne de fumée noire pendant un certain temps et les navires japonais supposent que le porte-avions a été coulé, ce qui permet à White Plains d'échapper à tout autre tir pour l'avenir immédiat. Alors que les différentes formations de la marine impériale japonaise se séparent pour attaquer, les 5e divisions de croiseurs et 10e division de destroyers coupent la 3e division de cuirassés, forçant le Congo à se diriger vers le nord pour éviter une collision. Cela la sort de la formation et la laisse seule pour le reste de la bataille.
Mais Kurita décide maintenant que cette poursuite à grande vitesse fera brûler trop de carburant à ses destroyers et leur ordonne de ralentir. La 10e division de destroyers reçoit l'ordre juste au moment où ils se mettent en position parfaite pour flanquer les forces américaines pour une attaque de torpilles avec leurs longues lances dévastatrices, mais au lieu de lancer, ils obéissent fidèlement, renonçant à une chance de causer des dégâts majeurs. La 2e division de destroyers reçoit l'ordre de se placer derrière la 3e division de cuirassés. Mais comme cela signifie trouver le Congo, ils abandonnent leur position au sud de la ligne de bataille principale alors qu'ils se dirigent vers le nord pour chercher le cuirassé égaré. Le Johnston commence à tirer sur les navires japonais les plus proches, qui répondent en le ciblant avec un tir précis. Confronté à un ennemi dont les plus grosses tourelles pèsent plus que tout le navire, le Johnston décide que fuir est ennuyeux et effectue plutôt un virage complet de 180 degrés pour charger directement les forces attaquantes. Le destroyer OL suit toujours les porte-avions et commence également à engager à la portée maximale de ses canons, recevant un coup des canons secondaires de 6,1 pouces du Yamato sur le pont. Pour son problème, concentrant le feu sur le croiseur lourd Kumano, Johnston, d'une manière ou d'une autre toujours en vie, est récompensé en voyant des explosions et des flammes au milieu de la superstructure du croiseur japonais. Le radar du destroyer et le système de contrôle de tir Mark 37 rapportent des dividendes tôt. Sprague ordonne au reste de l'écran de destroyer de faire de même et bientôt OL et Herman rejoignent leurs compatriotes de classe Fletcher dans l'attaque, bien qu'ils commencent quelque peu derrière le Johnston déjà en charge. Les porte-avions d'escorte américains atteignent la première d'une série d'averses de pluie et le feu japonais diminue considérablement car leurs systèmes optiques sont incapables de voir à travers la pluie. À ce moment-là, presque toutes les autres grandes marines auraient simplement utilisé leur radar pour continuer à repérer et à tirer, comme le Duke of York l'avait fait à Scharnhorst presque un an auparavant, et comme les cuirassés de la 7e flotte l'avaient fait à Yamashiro quelques heures plus tôt. Mais comme un seul navire de la force centrale possède un radar d'artillerie, les navires américains gagnent un certain répit. Pendant ce temps, le Johnston se rapproche à moins de 8 km de sa cible et lance une salve de 10 torpilles. Quelques minutes plus tard, au moins 2, peut-être 3, arrachent la proue du malheureux croiseur Kumano. Le premier sang est donc incroyablement versé par les Américains. Le Suzuya se retire également de l'engagement alors qu'il se rapproche du Kumano pour l'assister. Cette action effrontée aide davantage à convaincre Kurita que le Johnston est en réalité un croiseur, car évidemment aucun simple destroyer n'oserait risquer ce genre de charge ni infliger ce genre de dommages. Dans la confusion, le Johnston réussit un autre demi-tour et s'éloigne pour augmenter la distance, ses torpilles étant épuisées. Au sud, l'amiral Kinkaid reçoit la première de nombreuses demandes d'aide de la part du Taffy III en difficulté. Ayant été amené à croire qu'au moins 4 cuirassés modernes de la 3e flotte devraient être dans la zone, Kinkaid commence à envoyer une série de messages urgents à l'amiral Halsey, puisque ses propres navires plus anciens ne peuvent pas y arriver à temps. Cependant, même s'il ne peut pas sauver le Taffy III, il reste encore les navires de la force de débarquement à considérer, et il ordonne à l'amiral Oldendorf de retirer 2 escadrons de destroyers, 5 croiseurs et les cuirassés Tennessee, Californie et Pennsylvanie, de terminer les opérations dans le détroit de Surigao et de se diriger au plus vite vers le nord, sans se soucier des préoccupations concernant le niveau de carburant et de munitions. Les porte-avions d'escorte américains se dirigent vers le sud, passant directement à travers ce qui aurait été la zone de destruction de la 2e division de destroyers, mais à la suite des ordres de Kurita, ils et leurs longues lances sont toujours au nord de la formation à la recherche du Congo. Cependant, la chance du Johnston semble avoir tourné car il est presque simultanément touché par 3 obus de 18 pouces et 3 obus de 6,1 pouces du Yamato, qui a décidé de chasser le navire irritant. Les obus plus petits font un véritable abattoir du pont et les éclats fauchent quiconque se trouve sur le pont.
Les obus plus gros fracassent la salle des machines du côté bâbord, paralysant le navire et interrompant l'alimentation des canons arrière. Grâce à une combinaison de réserves de carburant faible et de sa structure légère qui n'active pas les fusées des obus plus gros, le navire est paralysé mais pas détruit, bien que Yamato enregistre consciencieusement le naufrage du croiseur ennemi. Au lieu de cela, le navire dérive vers une autre école de pluie et les équipes de réparation commencent à travailler sur les systèmes radars et électriques afin qu'ils puissent réengager l'ennemi avec ses canons de 5 pouces. Pendant ce temps, le Hoel tire la moitié de ses torpilles et change de cap, mais est également touché par une grande variété d'obus, causant des dégâts bien plus importants que ceux causés au Johnston, laissant le second lance-torpille comme presque son seul système fonctionnel. Au sud, Kincaid ordonne à tous les avions actuellement en vol de se dérouter pour soutenir Taffy et demande à Taffys 1 et 2 de lancer tous les avions opérationnels restant sur le pont ou dans leur hangar dans cette direction également. Après quelques minutes à tirer joyeusement avec ses canons de 5 pouces et à abuser horriblement du système de couverture naturelle du monde réel, le Johnston rencontre le Hoel et le Herman venant dans l'autre sens, suivis à distance par l'escorteur de destroyer Samuel B. Roberts. Malgré seulement 40% de la puissance de feu et les 3/4 de la vitesse des plus grands destroyers de classe Fletcher, et sans contrôle automatique du feu, le capitaine du Roberts a choisi de suivre les destroyers de taille normale avec les mots Chauncherama. Ce sera un combat contre des forces écrasantes dont on ne peut pas s'attendre à survivre. Nous ferons les dégâts que nous pouvons. Décidant qu'il n'a pas eu assez d'action pour une journée, le capitaine Evans du Johnston ordonne un autre demi-tour de 180 degrés pour apporter un soutien d'artillerie aux nouveaux arrivants, cette fois en s'en prenant au croiseur lourd Tone. Le Hoel tire ses torpilles restantes sur ce qui s'avère être le Yamato. Aucun coup n'est marqué, mais le gigantesque cuirassé est contraint de fuir vers le nord pour échapper, le sortant de la poursuite. Dans un retournement ironique, la vitesse relativement faible des torpilles américaines par rapport aux longues lances des Japonais prolonge en fait cette évasion car la vitesse de rapprochement est si faible. Cela maintient le navire amiral japonais hors de combat pendant un temps considérable. Une fois fait, Hoel se dirige vers le reste de Taffy 3 alors que des obus explosent autour de lui. Pendant ce temps, Herman engage Hagoro avec sa batterie principale et lance accidentellement 7 torpilles dans la même direction générale avant de partir pour envoyer quelques obus et les 3 dernières torpilles à bord sur le Haruna, bien que le cuirassé japonais réussisse à les éviter tous. Pendant ce temps, le United States ship Callinan Bay, actuellement le navire le plus à l'arrière, reçoit un coup direct d'un obus de calibre cuirassé, détruisant une partie du pont d'envol. Le Roberts est touché par un obus égaré qui bloque le support de torpille. Jusqu'à présent, il a retenu son feu pour éviter d'être repéré, mais après un travail rapide de l'équipage, le Roberts est à nouveau capable de lancer ses torpilles et choisit le croiseur lourd Chokai comme cible touchée avant de faire la meilleure vitesse dans la fumée et de retourner vers les porte-avions. Quelques minutes plus tard, le Chokai prend au moins un coup et commence à reculer. Herman essaie de se replier vers les porte-avions et finit par échanger des bordées avec Nagato pour ses ennuis. Les autres escorteurs de destroyers font également des attaques, larguant leurs torpilles et revenant vers les porte-avions, le Dennis prenant un certain nombre de coups d'obus en retour. Alors que les porte-avions d'escorte s'éloignent vers le sud, leur seul canon arrière de 5 pouces ouvre le feu à mesure que la portée se réduit. Les artilleurs déçus sur d'autres armes sont informés. Patientez encore un peu. On les attire à portée du canon de 40 mm. Ce n'est pas une vantardise en vain non plus. Le Callinan Bay endommagé subit des coups répétés des canons de 8 pouces sur Tone et Haguro, mais force l'un des croiseurs sur l'une des tourelles avant du croiseur. Sortant de l'une des tourelles avant du croiseur, sortant de l'autre côté de la fumée, Roberts rencontre le croiseur lourd Chikuma qui tire méthodiquement sur les porte-avions d'escorte, en particulier le Gambier Bay. Avec les mots
Roberts oppose ses 2 canons de 5 pouces aux 10 canons de 8 pouces du croiseur ainsi que sa batterie secondaire. Avec un rythme de tir plus lent et son attention divisée, Chicama ne fait pas immédiatement sauter le Roberts de l'eau et se retrouve bientôt sous une attaque en tenaille alors que Heermann se joint à l'assaut de l'autre côté. Le Roberts vide tout son stock de munitions perforantes et passe aux explosifs. Il épuise ses explosifs et est contraint de tirer des obus anti-aériens. Il épuise ensuite ses obus anti-aériens et est contraint en dernier recours de tirer des obus étoiles, qui ont en fait l'avantage inattendu de déclencher des incendies de phosphore à haute température sur toute la superstructure. En train de couler, mais est gravement malmené. Malgré le fait que le porte-avions léger est en train de couler, il est gravement malmené. Malgré le fait que la désignation CVE du porte-avions léger soit largement interprétée dans la flotte comme combustible, vulnérable et jetable, la fusillade de projectiles perforants d'armure, destinés à des porte-avions de flotte beaucoup plus grands, signifie qu'un grand nombre de coups passent simplement à travers eux. Pendant ce temps, la grêle de feu continue des canons de 5 pouces du porte-avions de queue commence à marquer encore plus de coups sur certains des croiseurs japonais en tête. Mais en même temps, le porte-avions de queue United States Ship Gambier Bay subit de multiples coups de la Chicama qui, après quelques salves, réalise enfin la petite taille de son ennemi maintenant que la portée est fermée et passe à l'explosif de forte puissance. Le Johnston émerge d'un écran de fumée pour trouver le Haruna à portée rapprochée. Il tire donc sur la superstructure du cuirassé tout en se repliant dans la fumée alors que le Congo essaie de l'éliminer en utilisant sa batterie principale. 3 autres croiseurs lourds plus loin dans la ligne japonaise commencent à tirer sur le Gambier Bay maintenant désactivé. Tout au long de cette période, et au-delà dans le reste de la bataille, des avions de divers types et configurations traversent le ciel dans des attaques de harcèlement désespérées, les pilotes devant jouer constamment à deviner le porte-avions pour décider où atterrir, alors que les porte-avions d'escorte sont touchés, coulés, disparaissent dans des colonnes d'éclaboussures d'obus ou sont forcés de les rendre impossibles. Sur les ponts d'envol, de pas seulement eux impossibles. Sur les ponts d'envol, non seulement du Taffy 3 en difficulté, mais aussi du Taffy 1 et du Taffy 2 de soutien, plus au sud, les équipages de pont commencent rapidement à ignorer tout protocole technique et à simplement accepter, réarmer, ravitailler et relancer tout avion américain entrant avec l'étoile américaine peinte dessus. L'United States Ship Manila Bay, dans le groupe suivant au sud de Taffy 3, sert des avions de 11 escadrons différents qui ne sont pas attachés à son propre groupe de vol et à un moment donné à des représentants de pas moins de 4 autres groupes aériens de porte-avions sur son pont d'envol en même temps. Ayant réussi à échapper au cuirassé, Johnson répond aux appels à l'aide des porte-avions d'escorte et apparaît près de la Gambier Bay. Voyant le navire attaqué par un croiseur lourd, il tire immédiatement sur ce navire également, parce que bien sûr, il le fait. Cependant, un obus de 8 pouces détruit ce qui reste des moteurs de OL, et le navire est rapidement submergé par les tirs entrants. L'ordre d'abandonner le navire est donné 10 minutes plus tard après avoir échangé des tirs avec un croiseur de classe Tone, et 15 minutes après cela, le navire chavire et coule. Howell n'a manifestement pas le même niveau de chance que Johnston. La baie de Kalinin est également en difficulté, échangeant des tirs avec des destroyers japonais et subissant des coups de ces derniers et des croiseurs en même temps. Contrairement à la baie de Gambier, cependant, il ne semble pas que ces navires aient réalisé qu'ils doivent passer à l'explosif à haut potentiel au lieu de l'armure perçante, et malgré le fait qu'il soit criblé de tirs d'obus, le navire reste à flot, malgré ce pilonnage plutôt inégal qui dure encore 20 à 30 minutes. Un guetteur signale au capitaine Evans à bord du Johnston qu'une formation de 7 destroyers japonais se rapproche des porte-avions par l'arrière. Que pensez-vous qu'il se passe? Bien sûr, le Johnston se retourne pour affronter toute la flottille et malgré plusieurs autres impacts, le Johnston réussit à repousser les 2 premiers navires, ce qui conduit tout l'escadron à faire un détour pour éviter le seul navire Pugnaccia.
Il faudra presque 3/4 d'heure aux destroyers japonais pour contourner une position de tir sans Johnston et en conséquence, toutes leurs torpilles manqueront leur cible. Pendant le combat, le Johnston manque de peu de rentrer dans le Heermann et la masse confuse de navires, tout en continuant leur pilonnage de la masse confuse de navires, tout en continuant leur pilonnage du Chikama avec leurs munitions restantes. Cependant, les cuirassés et croiseurs japonais viennent maintenant au secours du Chikuma et en 10 minutes, le Roberts est mis hors de combat alors que les navires japonais qui lui tirent dessus passent également tardivement à l'explosif de forte puissance et quelques minutes après ce changement, plusieurs énormes trous sont percés dans son flanc et elle commence à couler. Le croiseur lourd assiégé se retire mais coulera plus tard sur le chemin du retour. À peu près à ce moment-là, quelque chose arrive au croiseur Chukai. Les rapports sont en désaccord quant à savoir si le coup est marqué par un canon de 5 pouces de l'United States Ship White Plains ou si c'est un coup de bombe de l'un des avions récemment arrivés ou si c'est une combinaison des deux. Mais dans tous les cas, la relativement petite explosion provoque la détonation du carburant à oxygène pur sur l'un des bancs de torpilles du Shakai, causant une explosion catastrophique qui force le navire à sortir de sa ligne presque immédiatement. Le navire sera retrouvé s'éloignant lentement et coulé par des avions plus tard dans la journée. Avec le Gambier Bay et le Hoel en train de couler et le Roberts qui ne va pas tarder à suivre, le Johnston est maintenant assailli par 4 croiseurs et un certain nombre de destroyers. L'équipage du navire colmate les trous aussi vite qu'ils le peuvent, mais le navire est littéralement démonté petit à petit par des salves répétées. Le fait que cet ensemble particulier de navires japonais utilise encore des perforateurs de blindage au lieu d'explosifs de forte puissance est la seule grâce salvatrice. Pendant ce temps, divers aéronefs de TAPI-3 sont lancés en pièces détachées, en même temps que l'arrivée d'une formation de frappe concentrée de TAPI, SI et 2 plus au sud commence à faire des raids sur divers navires de guerre japonais, avec de nombreux avions mitraillant leurs cibles une fois que les armes anti-navires plus conventionnelles sont épuisées. Cette attaque perturbe considérablement la formation japonaise. Le Heermann est également sous une attaque intense depuis environ 20 minutes maintenant, le capitaine souhaitant à un moment donné un périscope pour voir par-dessus ce puits d'eau causé par un barrage presque continu d'éclaboussures d'obus, mais le navire échange courageusement des tirs avec le Tone jusqu'à ce qu'il soit ordonné de revenir pour poser un écran de fumée pour les porte-avions d'escorte survivants. Kurita, convaincu que son opposition est significative et ne réalisant pas que le Heermann est le seul destroyer de flotte encore opérationnel, ordonne à la flotte de cesser d'attaquer et de se regrouper vers le nord. Ainsi, juste au moment où les Japonais ont presque complètement éliminé toute escorte et avec elle beaucoup d'espoir de survie, ils se retirent. En arrière-plan, l'épave en flammes du Gambier Bay disparaît finalement sous les vagues. Dans les airs, certains avions utilisent leur charge de petites bombes de 100 livres et leur armement de canons pour essayer de perturber ou de faire exploser les torpilles lancées par les Japonais, avec un certain succès, avec déjà 3 croiseurs lourds coulés ou handicapés, et avec un certain succès, avec déjà 3 croiseurs lourds coulés ou handicapés et des attaques aériennes de plus en plus grandes et féroces, convainquant Kurita qu'il doit être confronté à des unités de flotte, il apprend également la destruction de la force du Sud pendant la nuit, et que au moins les éléments majeurs de la 3e flotte, en particulier ses cuirassés, ne sont pas réellement ici, mais pourraient bien être en route pour revenir. Malgré le fait qu'aucun de ces cuirassés n'ait réellement subi de dommages majeurs lors de cet engagement, il ordonne à la flotte de se retirer complètement. Dans les brefs moments de silence, on entend un marin américain près de l'amiral Sprague crier « Bon sang, les gars, il s'enfuit !» Après une lutte de 45 minutes contre des chances largement inégales à bord du Johnston, l'ordre est donné d'abandonner le navire. Le navire coule 25 minutes plus tard à 10 minutes après 10, emportant 186 de son équipage, y compris le vaillant capitaine Evans, avec lui. Il recevra la médaille d'honneur à titre posthume pour ses actes.
Dans son dernier combat, le navire a réussi à détourner un feu considérable qui aurait probablement entraîné la perte de plus de navires américains. Les différents avions dispersés sont maintenant en train de revenir après avoir lancé diverses attaques sur les navires en retrait de Kurita. Certains sont contraints de se débarrasser par manque de carburant ayant décollé avec à peine au départ. D'autres atterrissent sur n'importe quel porte-avions disponible. D'autres encore se dirigent vers certaines des pistes d'atterrissage à peine fonctionnelles que les troupes d'invasion ont établies. Un dernier post-scriptum à la bataille survient lorsqu'une vague tardive d'avions japonais apparaît et commence une attaque de 40 minutes. Tous les porte-avions d'escorte survivants sauf le Kitkun Bay subissent des dommages. Un vol entrant d'avions japonais effectue leurs attaques, puis un Zero kamikaze s'écrase sur le pont d'envol de l'United States Ship St. Lo, pénétrant dans le hangar et déclenchant une série catastrophique d'incendies et d'explosions qui verra le navire couler en moins d'une heure. 2 autres kamikazes s'écrasent sur la baie de Kalanin, mais heureusement, ils ne déclenchent rien de trop explosif. Pendant la bataille au nord, le groupe sud de porte-avions d'escorte avait également été soumis à une attaque aérienne et kamikaze concentrée, ainsi qu'à une possible activité de sous-marins causant divers degrés de dommages. 4 pilotes d'une piste d'atterrissage de Dulag reçoivent rapidement des carabines, un trou de renard, et on leur dit d'aider à repousser une contre-attaque d'infanterie japonaise. Une fois cette tâche accomplie, avec l'aide de quelques boîtes empilées et de seaux remplis d'essence, ils réarment et réparent leurs avions, puis repartent pour atterrir sur d'autres navires. Un pilote, pendant tout cela, disparaît avec une patrouille de troupes et revient avec une nouvelle aile de quelque part pour remplacer la collection déchirée de ferraille que l'une des siennes avait été transformée, la remplaçant avant de partir lui-même. Avec cela, la bataille est terminée. Pendant les dernières étapes de la bataille, des messages furieux demandant des renforts volaient d'un côté à l'autre de la radio, mais le premier secours de la 3e flotte ne fait demi-tour que presque 1 heure après que les forces de Kurita ont déjà commencé leur retrait. Quelques heures plus tard, une grande partie de la force de l'Eure du Nord est finalement acculée et coulée par la puissance de frappe combinée des grands porte-avions de la 3e flotte. Un acte final tragique se joue alors que d'autres erreurs de communication et de navigation signifient que de nombreux survivants des destroyers et porte-avions d'escorte coulés ne sont pas récupérés avant le 27e, 2 jours plus tard, ce qui entraîne la mort de nombreux hommes par exposition, déshydratation et attaque de requins après le retrait de l'ennemi. Cependant, dans l'ensemble, la feuille de score était effectivement presque aussi désespérément déséquilibrée que l'on aurait pu s'y attendre avant la bataille, seulement les ratios de pertes sont complètement inversés. La marine américaine a perdu 2 porte-avions d'escorte et l'un d'eux avait été victime d'une attaque kamikaze plutôt que d'une attaque de surface, 2 destroyers et un destroyer d'escorte, ainsi qu'un destroyer, 3 destroyers d'escorte et un certain nombre des autres porte-avions d'escorte endommagés. En retour, cette petite force a réussi à repousser toute la force centrale, amenant les Japonais à perdre 3 croiseurs lourds purement et simplement, avec un autre effectivement hors d'action de manière permanente, avec différents niveaux de dommages aux cuirassés survivants, aux autres croiseurs et destroyers, sans compter les pertes de la force centrale dues aux attaques de sous-marins et aériennes avant l'action principale. L'ensemble de Taffy 3 se verrait décerner une citation présidentielle d'unité ainsi que de nombreuses récompenses pour des actes de bravoure individuels. Bien que la bataille n'aurait pas pris la tournure qu'elle a prise sans le courage stupéfiant des destroyers et des escorteurs de destroyers, c'était aussi une leçon salutaire sur le nombre d'autres facteurs. L'absence de radar et de contrôle avancé du feu du côté japonais les avait sérieusement handicapés, avec un nombre disproportionné de coups portés par les batteries principales et secondaires du Yamato seul, qui était le seul navire doté d'un certain type de radar dans la flotte.
Le fait que les navires américains pouvaient manœuvrer et rapidement retrouver une solution de tir précise signifiait également qu'ils avaient plus de liberté d'action, tandis que les navires japonais tendaient vers des mouvements en ligne droite ou de large balayage qui les rendaient des cibles beaucoup plus faciles, en particulier pour les torpilles. Leur manque de bonnes informations signifiait également qu'ils ont largement surestimé la taille de leurs adversaires pendant beaucoup trop longtemps, les grêlons de coquilles perforantes d'armure faisant comparativement peu de dégâts par rapport aux explosifs qu'ils auraient dû utiliser. De plus, les longs détonateurs sur de nombreux obus perforants d'armure japonais conçus pour des coups plongeants contre les navires de guerre signifiaient qu'un grand nombre d'obus qui ont réellement touché les navires américains n'ont pas explosé ou ne l'ont fait qu'après que l'obus ait traversé proprement le navire et ressorti de l'autre côté, entraînant relativement peu de dégâts. La disparition rapide des Roberts et Gambier Bay, une fois que leurs attaquants respectifs avaient changé pour des explosifs de forte puissance, donne une idée de comment la bataille aurait pu se dérouler si ce changement critique avait été effectué beaucoup plus tôt. Enfin, une fois de plus, la qualité de la croisière se démarque, en particulier dans le cas de l'amiral Kurita, qui semble avoir commis tellement d'erreurs de base en tant que commandant de flotte qu'il aurait presque été plus logique s'il était secrètement un espion américain, étant donné que presque chaque ordre qu'il a donné après le premier pour ouvrir le feu semble avoir été presque calculé pour minimiser ses propres chances de succès et maximiser les quelques avantages américains. Inversement, les officiers commandants des navires de Taffy III, bien qu'ils semblent avoir accepté qu'ils allaient presque certainement tous mourir, étaient tout aussi déterminés à causer autant de dégâts que possible à l'ennemi et maintiendraient une discipline de combat stricte jusqu'à ce que leurs navires soient littéralement abattus sous eux, ce qui a entraîné, en combinaison avec les facteurs ci-dessus, une victoire tactique et stratégique complètement inattendue. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à suggérer un navire à examiner. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de Carl Sech.